Salam menarik, salam menarik, salam menarik. Abnai bayina, abnai tu berbeda. Abnai bayina, abnai tu berbeda. Makasih kesempatan salam menarik, salam menarik. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous suivent de près ou de loin. Bienvenue dans cette partie de discussion, dans ce programme qui est inclus dans le séminaire de la société civile appelé Avori. Nous le savons tous, actuellement, l'information, ou peut-être bien aussi, l'accès à l'information tient une place très importante, je dirais, dans la société où nous vivons actuellement. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour parler, pour discuter, pour débattre de l'accès à l'information. Et ce débat, bien évidemment, a pour thème la loi sur l'accès à l'information, où est-ce que nous en sommes actuellement. Donc nous avons avec nous plusieurs intervenants. On a ceux qui sont en ligne et il y a ceux qui sont en présentiel. Donc à ma gauche, Monsieur Brice Lechamble, secrétaire général de la commission du CSI, excusez-moi. À ma droite, il y a Madame Aimée Ratimbazafi, qui est la vice-présidente du KMF CNOE. À mon extrême droite, il y a Monsieur Miar Rasloufordzon, qui est le secrétaire général de l'OJM. Et en ligne également, nous avons Madame Jair Altera, qui est le chargé de projet information et communication au sein de l'UNESCO. Donc nous le voyons, ce sont tous les parties prenantes donc, dans cette thématique-là. Et bien évidemment, nous avons vu depuis ce matin plusieurs thématiques, nous avons abordé plusieurs thématiques à travers les interventions, mais aussi à travers les discussions, la table ronde que nous avons menée depuis ce matin à travers ce séminaire-là. Afin de cadrer et afin de commencer pour mettre tout le monde, je dirais, ceux qui nous suivent aussi, dans le bain, je souhaiterais tout d'abord commencer, essayer de faire un petit cadrage, si je puis dire ainsi, sur cette thématique-là, sur la loi sur l'accès à l'information, afin que nous puissions en débattre beaucoup plus donc dans cette discussion. Donc je prie les techniciens de bien vouloir lancer le slide, s'il vous plaît, afin que je puisse cadrer d'une manière très générale ce débat, s'il vous plaît, afin que tout le monde puisse aussi voir. Donc, oui, oui. Ah, d'accord. C'est bon?
Alors? C'est bon? Ok. Veuillez nous excuser pour cette petite erreur technique, hein. Donc, nous le savons, le droit à l'information, c'est un concept, je dirais, international, hein, pour nous, au niveau de transparence internationale, nous le savons tous. Comment dirais-je? Si on définit donc l'accès à l'information, le droit à l'information, c'est, comme nous pouvons le voir, c'est vraiment le droit d'accéder aux informations concernant l'exercice du pouvoir par l'ensemble des autorités publiques. Donc, c'est vraiment l'accès par tous des informations, donc pour que, je dirais, le citoyen puisse jouir de ce droit-là. C'est également, je dirais, un droit constitutionnel, hein, c'est régi par la Constitution et c'est mentionné donc dans notre Constitution, tout individu, je dirais, tout individu a droit à l'information. Donc pourquoi est-ce que le droit à l'information est vraiment très important dans ce que nous faisons, dans ce travail que nous faisons? Bon, nous le savons que si les citoyens sont informés, donc ils peuvent prendre des décisions, des meilleures décisions. Je dirais par exemple le vote, hein. Ils peuvent voter, je dirais entre guillemets, de meilleures personnes, de meilleurs représentants des partis politiques, si vous voulez. Ils peuvent également jouir aussi de leurs droits, les droits de l'homme, afin qu'ils puissent vraiment jouir de ces droits-là. Et ensuite, nous pouvons aussi dire que les citoyens, il y aura plus de pression citoyenne donc à travers ces droits-là, et nous puissions, pour que nous puissions également avoir des gouvernements, un gouvernement beaucoup plus efficace, mais aussi beaucoup plus redevable donc envers les citoyens. Et si ce droit-là est acquis par les citoyens aussi, donc il y a aussi cette possibilité de réduction de la corruption à travers la réduction de l'opacité, à travers aussi ce droit-là. Et enfin, nous allons en parler tout à l'heure, hein. Nous avons avec nous le CSI. Nous allons en parler tout à l'heure donc de cette historique, de cette loi-là. Mais juste pour survoler, nous tenons à dire que cette loi sur l'accès à l'information a été initiée, je dirais, engagée par le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité depuis 2006. Nous allons en parler tout à l'heure, mais nous le savons jusqu'à maintenant, on est en 27 mai, oui, 26 mai. Nous n'en savions encore rien jusqu'à présent, faute de transparence, faute d'information, et personne ne sait où est-ce qu'on en est. Donc maintenant, c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour débattre, pour discuter de cette thématique-là, afin que nous puissions vraiment voir comment est-ce qu'on peut apporter nos solutions donc à travers cette discussion. Donc, j'ai juste survolé afin que nous puissions vraiment en discuter. Ma première question donc s'adresse à Monsieur Brice Lejamble. Comme vous l'avez dit, donc, depuis 2006, cette loi a été engagée. Cette loi a été initiée par le comité de sauvegarde de l'intégrité. Que s'est-il passé donc depuis 2006? Pourquoi est-ce que la loi n'a pas pu aboutir? Et pourquoi est-ce que le processus n'a pas pu aboutir? Donc, nous sommes maintenant en 2021. Monsieur Brice Lejamble. Oui. C'est vrai que c'est une longue histoire, mais c'est à la mesure de l'enjeu. Cité parmi les références, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui date de 1948 et qui prévoit, entre autres, cette liberté d'expression et cette liberté d'accès aux informations, etc. L'article 19, le fameux article 19. Mais depuis, beaucoup de choses se sont passées, pas seulement ici, mais dans le monde.
beaucoup de pays ont fait des pas en avant considérables. Donc pour revenir à l'histoire contemporaine, c'est vrai que depuis 2006, nous avons préparé un projet de loi, ou un avant-projet de loi, nous l'avons présenté aux différents gouvernements successifs, sans succès, jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu cette charte qui était un peu une sorte de pis-aller, c'est-à-dire à défaut de loi, on a demandé aux gens de s'engager à partager leurs informations, mais sans contrainte. Bon, quel est l'intérêt de la loi en fait? L'intérêt de la loi, c'est de transformer une situation plus ou moins fluctuante en droit. C'est-à-dire que s'il y a une loi sur l'accès à l'information, on l'appelle maintenant, paraît-il, accès aux documents officiels, à la communication publique, ça donne le droit à tout citoyen, quel qu'il soit, sans motivation particulière, d'accéder à des documents produits par l'État. Le principe étant, c'est vieux depuis longtemps, que tout document public est produit avec de l'argent public. Donc il appartient au public. C'est pas un document privé, c'est un document public. Donc il n'y a aucune raison pour qu'un document produit par un service public avec de l'argent public reste privé, reste caché ou secret. C'est simplement ça. Mais ça, c'est le principe. Maintenant, la réalité, c'est que les administrations, en général, sont réticentes à partager leurs secrets. Elles sont réticentes, naturellement et traditionnellement, pour la raison très simple, et ça c'est pas nouveau, hein, c'est connu depuis très longtemps, pour la raison très simple que, à partir du moment où elles partagent leurs documents, elles perdent un peu de leur pouvoir. Elles perdent un peu de leur capacité à retenir. Parce que la rétention d'informations, c'est une forme de pouvoir. Si je sais une chose que tu ne sais pas, j'ai un avantage sur toi. Tout simplement. Voilà. Donc quand on a compris ça, on a tout compris. Pour revenir à l'actualité, donc là, à l'actuelle, je termine là-dessus, le texte qui a été discuté, remanié, etc., est passé en conseil de gouvernement en décembre, en première lecture, en décembre 2020. Il y a eu depuis, paraît-il, des commentaires nombreux de la part du gouvernement, plusieurs pages de commentaires, etc. Et ils sont actuellement en attente de la deuxième lecture. En attente. Et donc, nous sommes fin mai, il y a encore le mois de juin, une partie un peu de juillet, donc un mois et demi à peu près qui reste pour la session parlementaire actuelle. La probabilité pour que ce soit discuté ou adopté au cours de la session actuelle est très faible. Pour la 14e année consécutive. Voilà. Est-ce qu'on peut toujours espérer que... Bien sûr. Depuis 1948, on attend. D'accord. Merci. Ma question s'adresse maintenant à Madame Emile Timbazaf, qui est la vice-présidente donc au sein du KMF CNOE, vous qui éduquez les citoyens donc à travers votre programme, à travers vos activités. Comment est-ce que vous percevez ce droit à l'information à Madagascar? Comment est-ce que vous trouvez l'application de ce droit à l'information à Madagascar? Merci pour la question. Nous, le KMF CNOE, Éducation des citoyens, justement, nous pensons que c'est à partir justement des informations qu'on pourrait mieux éduquer les citoyens. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand un citoyen est au courant de la vie de la nation, de tout ce qui se passe, des décisions, etc., eh bien, ils réagissent mieux et participent justement, surtout efficacement, à la vie de la nation. Dommage que cette loi ne puisse sortir jusqu'à maintenant. C'est pour cette raison que nous remarquons que la majorité des Malagasy, étant donné qu'ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe dans la nation, eh bien, ils sont tout d'abord réticents
et même certains euh, ne veulent pas participer justement à cette vie de la nation. Rien que voir justement le taux de participation lors des élections successives à Madagascar, nous avons remarqué que ça ne cesse de baisser. Cela signifie que ces gens, ou bien ils ne veulent pas donner leur droit, leur pouvoir, parce que l'élection c'est ça, hein, c'est transmettre son pouvoir et son droit à quelqu'un, à celui pour qui on vote. Et ou bien ils sont réticents parce qu'ils n'ont pas confiance en ces candidats, ou bien ils ne savent qui choisir, qui élire, étant donné que tout n'est pas clair, tout n'est pas transparent, ils ne savent pas qui fait quoi, qui décide quoi, et où on veut aller, surtout. Et c'est quand même dommage parce que moins les gens participent à la vie de la nation, moins on peut développer cette nation. Oui. Monsieur Miar Sloufouartjoun, vous qui êtes de l'ordre des journalistes de Madagascar, il n'y a pas longtemps, l'organisme Reporters sans frontières a sorti le classement donc des pays en ce qui concerne la liberté d'expression. Quel lien est-ce qu'on peut faire entre droit à l'information et liberté d'expression, selon vous? Aussi, vous qui êtes membre de l'ordre des journalistes, comment est-ce que vous percevez aussi, dans votre métier de journaliste, le droit à l'information aussi? Merci. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Votre question, vous avez posé 2-3 questions, le lien, ma perception du droit, l'accès à l'information à Madagascar. Je tiens d'abord à vous signaler que ça fait déjà 5 ans que je n'exerce plus le métier de journaliste, mais en tant que acteur dans le domaine des médias, peut-être que j'ai quand même quelques éléments de réponse par rapport à votre question. Je tiens tout d'abord à dire que tout ce qui a été dit, l'information occupe un rôle très important dans l'organisation de la vie en société de manière générale dans les différents secteurs, aussi bien dans l'économie, dans l'éducation, dans les gestions du pouvoir. Donc ça a un rôle très important. Il y a un chercheur qui disait que c'est lui qui détient l'information, détient le pouvoir, comme l'avait dit le représentant de la CSI, mais très important encore, c'est lui qui savent utiliser l'information devient puissant. Et c'est là que tout l'enjeu d'informer, le droit du citoyen à avoir accès à l'information devient très important. Pourquoi? Parce que si le citoyen ne peut pas jouir de son droit, il est impossible pour le citoyen de prendre des bonnes décisions par rapport, par exemple, à ce qui est dit par la KMF CNOE. La question d'élection, c'est une question de choix. À qui vais-je donner l'autorité pendant un certain temps de diriger la société? Donc, si, moi, en tant que citoyen, j'ai pas accès à toutes les informations nécessaires pour ma prise de décision, ça va être une mauvaise décision, ce que je vais prendre plus tard pendant les élections. Donc ça va être une mauvaise décision. Par exemple, les arguments que je vais apporter à mes entourages, ça va être faussé. Donc si vous dites où en sommes-nous à Madagascar, je pense que on a fait de chemin, bon, comme l'a dit tout à l'heure également la CSI, on a fait pas mal de chemin. D'autres pays ont fait beaucoup de pas en avant, d'autres ont fait moins que les autres. Donc pour Madagascar, je pense que il y a encore un grand pas à faire. Il y a beaucoup reste à faire.
On a fait des efforts, mais beaucoup reste à faire. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qui se passe au niveau de l'administration. J'aurais aimé que il y aurait un représentant de l'administration, du gouvernement, du ministère qui est en charge de la communication. J'aurais aimé qu'il y aura, on avait ici un représentant. Pourquoi? Parce que effectivement, depuis 2006 jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à mettre en place la loi sur l'accès à l'information. Et je tiens à préciser que quelle est l'importance pour nous, acteurs dans le domaine des médias. L'importance de cette loi, c'est surtout l'accès aux documents soi-disant définis tout le temps comme confidentiels. Qu'est-ce qui est confidentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et pour nous, journalistes, pour tout acteur qui travaille dans le domaine des médias, ce qui est vraiment important pour ces personnes-là, c'est pour les professionnels de l'information, c'est de trouver l'information qui intéresse le public, qui peut servir pour améliorer l'organisation de la société d'une manière générale. Ça pourrait être un secteur, mais on va globaliser. Et si on n'arrive pas à trouver ces informations-là, que vont dire le public, le grand public de manière générale également? Que vont-ils dire? On ne fait pas notre travail. La société a donné aux médias, aux journalistes, le pouvoir, l'autorité. On considère même les journalistes comme le 4e pouvoir. On nous a donné cette noble mission, ce noble devoir d'aller chercher les informations qui intéressent le public, parce que tout le monde a besoin d'informations, mais tout le monde n'a pas le temps d'aller chercher les informations. Donc, on a confié ça à un groupe d'acteurs qu'on appelle le journaliste. Et si un groupe d'acteurs nous interdit d'aller chercher ces informations-là, qui n'a pas fait son travail, ou qui bloque et qui fait barrage donc vraiment aux connaissances au savoir, aux connaissances, aux informations qu'a le public a besoin pour prendre les meilleures décisions qu'on a dit. Donc, à Madagascar, on a fait des efforts, mais tout, je pense, c'est pas tout, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est une appréciation générale, mais je pense que si on vit à Madagascar, on ne peut pas ne pas apercevoir cette réalité-là. On vit dans une liberté, on est dans une république, il y a la liberté, mais une liberté, on peut dire, en surface. Mais lorsqu'on entre vraiment dans le fond, on trouve beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles par rapport à cette liberté pour les citoyens de pouvoir s'exprimer, hein. Liberté pour les journalistes d'aller enquêter là où ça doit être fait, et liberté également pour tout individu d'avoir accès à toutes les informations qui peuvent lui servir pour servir son intérêt personnel d'abord, parce que tout intérêt est intérêt personnel après, mais il faut d'abord voir tout ce qui est général avant d'aller dans des intérêts personnels. Et quand vous dites les liens, je vous dis, il y a une complémentarité avec la loi sur la communication. Ça, c'est Oui. pour l'exercice. Mais après, quand on exerce le métier, dans le domaine de la communication, il y a un point. Quand moi, en tant que journaliste, par exemple, je fais une enquête sur l'exploitation minière à Madagascar. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait? On dit c'est confidentiel. Donc, qu'est-ce qui est confidentiel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quand vous avez parlé tout à l'heure d'opacité, de transparence, tout ça, quand je dis est-ce que tout a été fait dans les règles, selon les règles en vigueur, la loi qui sont présents dans notre territoire, on dit tout simplement vous ne pouvez pas accéder à ces informations-là. C'est pas encore pour le moment. Alors quand? Donc si on avait cette loi sur l'accès à l'information qui a été très bien définie, tout ce qui est public, parce que produit par l'argent public doit être un bien public. Donc on ne doit pas avoir à demander, à faire une demande de paperasse et tout ça, mais ça doit être, c'est notre droit, on doit nous le donner. Je pense que parce que vous voulez m'interrompre, je pense que je vais m'arrêter d'abord là. Il y a Non. beaucoup à dire.
Oui, nous avons aussi avec nous Jay Alter de l'UNESCO, comme je l'ai présenté donc sur le slide tout à l'heure. Jay de l'UNESCO a présenté donc devant les députés le droit à l'information. Jay, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez également intervenir, s'il vous plaît? Comment est-ce que les députés ont perçu, comment ils ont réagi donc lors de votre intervention, et qu'est-ce qu'on peut espérer également de ces parlementaires-là donc? Déjà, je tenais peut-être à recadrer. Je ne sais pas si tout le monde connaît les activités de l'UNESCO, et peut-être je vais, avant de répondre à la question, je vais replacer le contexte par rapport à notre organisation. D'accord. Donc l'UNESCO, Oui. c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et l'objectif de l'UNESCO, l'objectif premier, est d'instaurer la paix par la coopération internationale et surtout de construire la paix dans l'esprit des hommes. Et dans le cadre du projet Goudmada, donc c'est le nom du projet qui s'appelle Appui à une gouvernance démocratique à Madagascar, qui est mis en œuvre par le PNUD, le HCDH et l'UNESCO, et qui est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Il y a tout un volet plaidoyer qui a été mis en place pour appuyer le CSI, les organisations internationales, mais également le gouvernement, pour la mise en place de cette loi sur l'accès à l'information. Donc c'est dans le cadre de ce projet-là qu'agit l'UNESCO, et c'est dans ce cadre également que nous avons présenté le 14 mai dernier devant l'Assemblée nationale une présentation parlant de la loi sur l'accès à l'information. Donc je pense que la première étape, ça a été de présenter et de revenir un peu sur ce qu'est le droit à l'accès à l'information, comme ce que vous avez fait tout à l'heure dans votre présentation. Donc, de leur rappeler en fait concrètement que cette loi, elle est essentielle pour le maintien de la bonne gouvernance, qu'elle permet aux citoyens d'exercer leurs droits politiques, économiques, leurs droits fondamentaux au niveau social, que ça permet d'avoir des informations, comme tout ce qui a été dit tout à l'heure par tous les intervenants sur les informations publiques qui sont produites par des institutions publiques. Et notamment aussi que cette loi, elle rentre dans le cadre de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et également qu'elle est inscrite comme droit humain national au regard de l'article 11 de la Constitution malgache. Donc c'était en une première étape de rappeler aux parlementaires toute cette dimension politique et tout ce qui a déjà été fait avant. On leur a aussi présenté brièvement que l'historique de cette loi, puisque effectivement depuis 2006, les acteurs se mobilisent pour qu'elle soit votée, et qu'aujourd'hui on en est encore à l'avant-projet de loi. Et la réaction des parlementaires, je pense que beaucoup n'en avaient pas entendu forcément parler, et qu'il y a tout un travail à faire à leur niveau pour continuer à les sensibiliser et pour continuer à attirer leur attention, parce qu'ils sont aussi un levier de mobilisation dans le cadre du fonctionnement de l'État malagasy, et qu'il est important de s'appuyer en fait sur eux. Donc on leur a également présenté durant cette discussion les raisons qui faisaient qu'ils avaient tout intérêt à faire voter cette loi. Donc on leur a présenté 10 bonnes raisons de voter cette loi à Madagascar au moment où elle sera mise en place. Par contre, il y a aussi une dimension qu'il faut qu'on prenne en compte et sur laquelle il faut être très vigilant, c'est qu'il faut qu'elle corresponde aux standards internationaux de minimum en fait. Donc on l'a un peu rappelé durant les discussions, mais il y a plusieurs critères qui font que cette loi elle sera faite selon les standards internationaux, et que les personnes ont besoin de vraiment se conformer à tout ça. Et c'est sur ce point-là, au niveau de l'UNESCO, on aimerait aussi vraiment attirer l'attention et qu'on aimerait aider du coup que ce soit les organisations de la société civile autant que le gouvernement, puisque alors je sais, vous avez demandé à voir ma caméra, pardon, puisque du coup en fait ce qui était important aussi de noter par rapport
aux années précédentes, c'est que le gouvernement, par le biais de la ministre de la Communication et de la Culture, a fait des promesses par rapport à cette loi, et donc on espère qu'elle pourra tenir les engagements publics qu'elle a portés. Et donc, on va vous appuyer à ce niveau-là. Donc, globalement, c'était à peu près ce qu'on essaye de faire au niveau de l'UNESCO. Voilà, merci. Oui, monsieur Brice Lejean souhaite rajouter. Merci beaucoup, Jay, tout d'abord, pour cette intervention. Oui, vous pouvez peut-être prendre les micros et rajouter quelque chose, monsieur Brice. Oui, juste une petite question à Jay. Quelle était la réaction des députés quand vous avez fait la présentation du projet de loi? Alors, comme il y avait eu plusieurs présentations à ce moment-là, il n'y a pas eu de réaction directe. Par contre, on en a vu plusieurs, parce que du coup, la présentation s'est faite à cause du Covid via Zoom, comme ce qu'on fait aujourd'hui, et que du coup, on a vu plusieurs hocher la tête et avoir des réactions, mais ils n'ont pas pu réagir de façon directe avec moi juste après la présentation. Donc, voilà. Après, ce que moi j'avais proposé, c'était de leur envoyer des documentations en écrit également sur cette loi. Mais du coup, la présentation faisait partie d'une série de présentations, d'une quinzaine d'autres présentations. Donc il faut ils en ont entendu parler. Ça avait l'air d'être la première fois qu'ils en entendaient parler. Et donc je pense qu'il faut vraiment pousser. Il faut continuer à titiller leur attention sur cette loi, en fait. Oui, donc ça n'a pas donné lieu à un débat ou à une discussion? Non. Malheureusement pas. J'avais présenté quand j'ai fait cette présentation, comme je vous l'ai dit, il y avait 15 présentations d'affilée, et après on a eu très peu de temps de questions-réponses. Donc il y a eu plusieurs questions qui étaient relatives plutôt à la sécurité, plutôt à des thématiques autres, et c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer à sensibiliser les parlementaires, puisque c'était une session où ils ont eu beaucoup d'informations d'un coup. Voilà. D'accord. Donc, vous tenez le micro, monsieur Brice, je souhaiterais vous demander qui est-ce qu'on doit convaincre, donc, pour que cette loi soit adoptée entre guillemets, sur qui est-ce qu'on doit faire pression et qui doit faire cette activité-là, pour que cette loi soit adoptée. Nous sommes en démocratie, n'est-ce pas? Donc c'est les citoyens qui décident. C'est vrai qu'il y a une assemblée, il y a un gouvernement, etc. Très bien, mais les citoyens peuvent s'exprimer aussi. Et s'il y a une demande forte qui s'exprime, il faudra bien qu'elle soit entendue quelque part. Moi, je dirais, pour répondre à votre question, que cette question d'accès à l'information est inséparable de la démocratie elle-même. Donc c'est l'histoire de la démocratie qu'on révise en quelque sorte quand on passe en revue les projets et les discussions, etc. Si ce projet de loi tarde à être adopté, ou si cette loi plutôt tarde à être adoptée avec autant de réticence, c'est qu'il y a un déficit de démocratie quelque part. Je ne vois pas pourquoi des gens qui sont soucieux de leur responsabilité, quel que soit leur niveau, seraient hostiles à cette loi. Il ne s'agit pas d'entrer dans des secrets d'État, soyons bien clairs. Il s'agit d'accéder à des documents officiels, publiés, définitifs, qui n'ont aucun caractère privé. C'est pas des dossiers médicaux, des choses comme ça, c'est des dossiers tout à fait officiels. Donc, il faudrait poser la question autrement, ou à l'envers. Quel est l'argument de ceux qui refusent? C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu un débat, une discussion? Est-ce qu'un député a levé la main pour dire non, je suis contre pour telle raison? C'est curieux. Ça n'avance pas, mais on ne sait pas pourquoi. C'est bizarre. Donc, si ça n'avance pas, c'est qu'il y a une résistance. Mais cette résistance ne s'explique pas, ne s'exprime pas, plutôt. Voilà. Là où on en est. Justement, je souhaiterais me tourner vers vous, Madame Memira Timbazaf, du KMF Knoé,
quel est concrètement donc l'intérêt pour le citoyen d'avoir cette loi sur l'accès à l'information, selon vous? Pour le moment, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Nous ne cessons pas d'éduquer les gens. Mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'ils ne sont au courant de rien, ils ne s'intéressent même plus, bon nombre de citoyens ne s'intéressent même plus à la nation, à la vie de la nation. Et ils préfèrent justement s'occuper de leur quotidien comme ils peuvent, parce que déjà ils ont du mal justement à vivre, étant donné bon nombre, la majorité des Malagasy actuellement survivent. Par conséquent, même dans les Fouktan quand nous descendons pour faire l'éducation de ces citoyens ou bien la sensibilisation, eh bien, il nous arrive des fois à avoir du mal. Il faut qu'on leur explique d'abord ce qu'on attend d'eux et qu'on les écoute d'abord. Et c'est ça le problème actuel. Paraît-il, personne ne les écoute. Et c'est là le problème. Personne ne les écoute et personne ne les informe. Par conséquent, l'éducation est vraiment difficile à faire passer. Comme ça a été dit par ce qui représente l'ordre des journalistes, étant donné que les informations qu'attendent justement les citoyens ne sont pas accessibles, eh bien, ils sont réticents et surtout, ils se méfient justement de ceux qui viennent vers eux. Et très souvent, nous avons du mal à faire passer justement la sensibilisation pour qu'ils puissent participer tout au moins à la vie de la communauté locale. Et c'est ce que nous essayons de faire le plus souvent, de les sensibiliser d'abord à participer à leur vie, à les aider dans leur vie quotidienne par l'intermédiaire de ce qu'ils attendent de nous d'abord, et c'est après à partir de là qu'on leur donne ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a comme information, mais la plupart du temps, on est obligé de simplifier au maximum pour qu'ils puissent comprendre et pour les inciter justement à agir. Est-ce qu'on peut s'attendre à une pression, donc une pression citoyenne, si je puis dire ainsi, pour l'adoption de cette loi après ces grandes étapes d'éducation, comme vous venez de le dire tout à l'heure? Est-ce qu'on peut s'attendre justement à une pression? Je ne pense pas pour le moment, étant donné que la plupart du temps, il y a des menaces par-ci ou par-là, par les autorités. Et c'est ce qu'ils craignent. Chaque fois, on ne peut pas dire cela, on ne peut pas en parler parce que on risque de se faire emprisonner. Dès qu'on dit quelque chose, eh bien on est visé, et puis il y a les autorités qui viennent il y a les autorités qui nous envoient, les gendarmes et les policiers pour nous emprisonner. Et c'est là justement qui bloque cette démocratie. Et on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que nous, la société civile, nous avons beaucoup à faire là-dessus pour justement faire revenir la confiance la confiance des gens. Et je crois qu'on a besoin d'une certaine collaboration et d'une certaine stratégie à adopter spécifiquement selon justement les cibles. Parce que
la stratégie dépend justement de nos cibles. Ce sont des villageois, des illettrés, ou bien quand même des citoyens qui sont quand même alphabétisés à un certain niveau. Et ça dépend de chaque stratégie. Il y a une stratégie à adopter pour chaque niveau. D'accord. Nous sommes actuellement donc en période de Covid-19, si on peut dire. On est dans la seconde vague de Covid-19. Selon vous, de l'ordre de journaliste, comment est-ce que vous percevez maintenant, après une première vague, l'accès à l'information en temps de Covid-19? L'accès à l'information actuellement, deuxième vague Covid-19, ma perception, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup à faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il y a peu qu'on doit se contenter. Tout est dit par rapport à la gestion de la pandémie Covid-19 à Madagascar. Si on doit comparer ce qui est fait dans les pays qu'on prend comme modèle, en termes de communication, en termes de liberté d'expression, en termes de liberté d'accès à l'information, je dis que ce n'est pas ce qui est dit par le gouvernement qui est vrai. C'est une partie peut-être de la vérité. Donc qu'en est-il de tout ce qu'on qualifie de rumeurs? Et malheureusement, les journalistes ne peuvent pas les vérifier parce qu'ils n'ont pas accès à ces informations. Et au moment où les professionnels de l'information essaient d'entrer en détail, c'est là que, je ne vais pas dramatiser la situation, mais c'est là que les journalistes, les professionnels de l'information, sentent la nécessité de la loi qu'on est en train de parler, cet accès à l'information. Pour vous dire que, au fait, c'est pas du tout, il n'y a pas une résistance par rapport à la mise en place de cette loi. Pas du tout. Il y a un désintéressement et une indifférence. Il y a une priorisation des tâches, des activités au niveau des parlementaires. C'est ce qu'a dit le représentant de l'UNESCO, qui représente l'UNESCO à Madagascar tout à l'heure. Ils ont fait la présentation, mais on n'a pas eu le temps de débattre. Parce qu'on ne sait pas l'importance de cette loi. Donc c'est pas important par rapport, parce qu'il y a un ensemble d'éléments qui sont importants dans l'immédiat et qu'on ne sait pas l'importance de cette loi sur l'accès à l'information. Et si on demande, est-ce que les députés sont conscients de l'intérêt, de l'enjeu de cette loi? Si on va demander, ne serait-ce qu'aux commissions qui sont en charge de tout ce qui est communication média, est-ce qu'ils sont en connaissance de l'importance de cette loi? Je pense pas. Peut-être que la société civile peut faire une petite enquête, parce que nous, journalistes, quand on demande aux politiciens, ce n'est pas ce qu'on demande qu'ils vont nous donner. Ce qui les intéresse, voilà ce qu'on veut dire, et après on va vous donner quelque chose pour que c'est seulement ce qui nous intéresse que vous allez publier. C'est pas ce qui intéresse le public, mais ce qui intéresse. Et ça, c'est la réalité. Par rapport au Covid-19, est-ce que c'est le fait de faire quelque chose qui est important, ou est-ce que c'est le fait de vraiment gérer la situation de pandémie? C'est ça. Et si les journalistes s'intéressent vraiment sur l'ensemble de ce qui n'est pas fait dans cette gestion, on va dire que vous êtes l'opposition, vous ne voyez pas l'effort du gouvernement, et quand même ils font quelque chose. Et je prends comme exemple dans une famille en difficulté, et je vous dis ça, 2 enfants sont malades, la mère également est dans une situation sanitaire assez, on va dire, en difficulté également. Et si le père de famille dit je vais acheter un paracétamol, est-ce que ça veut dire qu'il a fait son devoir? Est-ce qu'il a accompli parce qu'il a déjà acheté un paracétamol et on va applaudir parce qu'il a déjà fait? Non, les 2 enfants, ils vont mourir. La femme également, la mère de famille également va mourir. Donc, on est là maintenant. Qu'est-ce qui doit être fait? Vous dites,
il y a un ensemble de questions qui n'ont pas obtenu des réponses par rapport à la gestion de la Covid vague 1. Où sont passés l'argent, l'aide, etc., les subventions données par la communauté internationale? Où sont passés on pose maintenant la question, où sont passés les 4x4 qui ont été exhibés au CCO? Où sont passés les écrans qu'on a achetés avec des centaines de millions? À quoi tout ça nous a servi? Excusez-moi de vous couper la parole. Est-ce que vous voulez dire donc que nous vivons donc maintenant nous traversons donc une sorte de désinformation gouvernementale, selon vous? Je ne le dis pas, mais c'est vous qui le dites. Hein. C'est pas moi qui l'a dit. Mais je vous dis, si un haut responsable dit que ça n'a pas d'intérêt d'être invité durant la réunion entre les chefs d'État d'Afrique, la réunion organisée par la France pour réunir donc les chefs d'État des pays africains avec les bailleurs de fonds, les PTF, donc, et un haut responsable dit que c'est pas grave, c'est pas si important que ça. Et d'ailleurs, ils ont donné une version. C'est seulement les pays les plus endettés qui ont été invités. Est-ce que Madagascar fait mieux que l'Afrique du Sud? Est-ce que Madagascar fait mieux que l'Égypte? Est-ce que Madagascar fait mieux que Nigeria? Est-ce que Madagascar fait mieux que Maroc? Je pense que c'est nous qui empruntons maintenant de l'argent au niveau du Maroc. Donc, quand vous dites que seulement les pays les plus endettés, et parce qu'on prend comme modèle le Rwanda, et qu'on dit que parce qu'il y a une désaccord diplomatique entre la France et le Rwanda, et c'est pour cette raison qu'on a invité. Et d'ailleurs, ça au niveau de l'actualité internationale, ça prend également forme, parce que on commence à parler que depuis le génocide de 93, début des années 90, c'est maintenant que pouvait donc une possibilité de réouverture d'une ambassade française au Rwanda. Et est-ce qu'on va servir de ça comme argument pour les citoyens malagasy? Est-ce que les citoyens malagasy va également se contenter de cette information? Je vous rappelle que je ne cible pas un individu ou un régime en particulier, mais on a déjà vu également un ancien président qui disait que c'est telle personne et tel pays qui ont donné l'ordre de la désorganisation totale qui s'est passée à Madagascar. Ce n'est pas parce que c'est l'autorité. Et c'est ça que je précise. Une des importances de cette loi sur l'accès à l'information, c'est pouvoir avoir accès à une pluralité, une diversité de l'information. Il y a une information sortie je sais pas, ça peut être une rumeur, mais il faut recouper, il faut vérifier. Et si on n'a pas l'élément pour le vérifier, on va se contenter de la rumeur en question, qui peut être une mensonge. Donc, à qui la faute? Donc, je dis, ce n'est pas une résistance, il n'y a pas de résistance, mais il joue avec les désintérêts, l'indifférence, parce qu'il n'y a pas le soi-disant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la pression populaire. Il n'y a pas une force assez forte qui pousse cette initiative, qui n'est pas assez importante pour le gouvernement, pour que le gouvernement et l'ensemble de la classe politique au pouvoir décident d'en considérer donc l'importance. Il n'y a pas encore ça, donc il y a cette indifférence, il y a ce désintérêt, donc c'est pas important. Bon, on est même en train de soutenir la réalité en Chine. J'ai vu un haut responsable très récemment publier sur son statut qui dit être pro-démocratie, tout ça, mais ose publier sur son statut que vous voulez quoi? C'est un extrait d'Albert Camus, je pense. Vous voulez quoi? Une liberté qui vous prive de pain ou de... la phrase exacte, je ne me rappelle pas, mais le sens c'est que vous voulez la liberté ou vous voulez le développement. Bon, ces deux choses ne peuvent pas s'exclure. Certainement, s'il y a liberté, c'est pas automatiquement il y aura de développement, certainement.
c'est pas obligatoire. Mais on ne va pas servir ça comme argument que, pour le moment, c'est le développement, mais on verra par la suite la question de la liberté. Donc, si vous me demandez comment ma perception de ce qui se passe maintenant dans la gestion de la Covid-19 à Madagascar, par rapport à ce qui a été fait l'année dernière, je pense pas qu'il y ait une évolution. Donc, je sais pas. Est-ce qu'on a le moyen? Si on écoute tout simplement le gouvernement, on nous dit que oui, on a le moyen. Mais quand vous regardez ce qui se passe dans les CSB, dans les différents centres médicaux, est-ce qu'on a le moyen de tout ça? Je pense pas. Est-ce que les chiffres sont exacts? Je ne suis pas ici pour créer une polémique. Mais quand on utilise les chiffres, les statistiques, bon, c'est pas les statistiques qui mentent, mais c'est lui qui l'utilise, qui le manipule. Donc, quand on dit qu'il y a très peu de morts à Madagascar par rapport aux pays développés, quand les gouvernements se disent que il y a un classement au niveau mondial qui disent que Madagascar est parmi les pays qui a bien géré le Covid-19, pour moi, tout ça reste à vérifier. Est-ce qu'ils ont vraiment accès aux informations réelles? Qu'est-ce qui s'est passé à Madagascar? Je pense que tout ça reste à vérifier. Et tout ce qui est publié, tout ce qui est diffusé à Madagascar, je pense que je ne condamne pas seulement le gouvernement, l'autorité en place, mais je pense qu'il faut arrêter cette indifférence du citoyen. Si nous, en tant que citoyens, on se sent concernés, on peut faire un petit pas dans ce qu'on fait quotidiennement, et je pense que ça peut faire bouger les choses. La société civile est là. Si la société civile vous invite à échanger, à parler, alors participez. C'est l'occasion d'échanger avec les autres. Et c'est cet échange, c'est le débat qui a un pouvoir de création. C'est ça qui crée quelque chose pour pouvoir avancer. Mais si on ferme toujours, si on dit tout a été dit, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Si vous dites qu'il faut fermer, il faut se réduire au silence maintenant, je pense que le pire est à venir. Donc il faut toujours continuer à parler. Il y a des combats qu'il faut faire. Il faut faire petit à petit, pas à pas, c'est pas un problème. Mais si on décide maintenant de ne plus réagir, c'est là que le problème va vraiment commencer. Merci. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir la parole donc au public, je souhaiterais d'abord vous demander une question, Jay. Suite à votre présentation donc au niveau de l'Assemblée nationale sur le droit à l'information, à quoi donc maintenant est-ce qu'on peut s'attendre après cette présentation? Oui, merci pour cette question. Donc là, globalement, nous avons fait la présentation, on leur a présenté, on a essayé de leur rappeler les 10 points importants qui faisaient que cette loi était essentielle pour Madagascar. On leur a rappelé quelles étaient les conditions pour que cette loi réponde aux critères internationaux. On a replacé cette loi dans le cadre de la charte africaine, dans le cadre de la Constitution et dans le cadre des droits de l'homme. Et donc, on a fait un appel à action au niveau des parlementaires, c'est-à-dire on leur a demandé de partager avec les PDF, les organisations de la société civile et toutes les parties prenantes par rapport à ce projet de loi. La dernière version, puisque à ma connaissance, personne n'a encore eu d'accès à la dernière version de l'avant-projet de loi avant son pour qu'on puisse en fait vraiment lire ce qui a été dit au Conseil des ministres et qu'on puisse construire cette loi en collaboration avec le gouvernement pour qu'elle corresponde à tous les critères et qu'elle soit vraiment efficace et efficiente et applicable aussi à Madagascar. Donc ça c'est la première chose, de partager avec nous cet avant-projet. Et dans un deuxième temps, on leur a demandé d'inscrire le projet de loi dans l'ordre du jour 2021. Donc, c'était les choses que nous pouvions faire à notre niveau et nous espérons que ce message a été entendu et donc nous en appelons du coup à la responsabilité de tous les parlementaires de pouvoir vraiment se renseigner par rapport à cette loi, mais également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme l'un des panélistes l'a dit tout à l'heure, il faut aussi que la société civile et surtout que les citoyens
s'approprient cette loi aussi, qu'elles puissent mieux la comprendre et qu'elles puissent en parler avec leurs élus. Je ne sais pas dans quel cadre, en voyant, enfin, qu'il puisse y avoir une vraie discussion entre les citoyens et les élus par rapport à cette loi. Donc ce seraient les 3 champs d'action qu'on verrait suite à cette présentation. Merci beaucoup. Donc nous allons maintenant donner la parole à ceux qui veulent intervenir, peut-être via Zoom aussi. Il y a un message qui dit qu'il y a des gens de la salle Rouille d'Ambatanakan qui souhaiteraient intervenir, poser des questions. Donc d'intervenir, je vous prierai de vous présenter, de présenter également votre organisme, votre organisation. Et ensuite, essayez de limiter vos questions ou vos remarques à 1 minute, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on va commencer par... Oui, à vous la parole. Voalohany indrindra aloha nataoko amin'ny teny malagasy ny fanontaniana ny feniteny satria misy fanamariana kely raha ilaitsika ny fanazavana ny fahazahoan'ny tsirairay ny atao hoe ino izy koa vaovao marina ara-potoana dia tsaratsara kokoa ny amin'ny teny malagasy satria betsaka mihitsy ny malagasy lasa miaina ao anatin'ny tahotra. Voalohany aloha be tsy mahafehy ny teny vahiny. Manaraka koa be tsy mahafehy ny resaka lalàna. Izay zany tena angatahako zany ho amintsika rehetra izay manatrika, indrindra ho antsika malagasy, indrindra tena tsy miliko mihitsy. Oka rehetra tomboka amin'ny teny malagasy izy mba tena zava somary fototra manoloana amin'ny fangatahantsika ny siny lalàna io fa tena ilainy satria manjavozavo daholo ny zavatra rehetra eto Madagasikara. Na tamin'ny resaka Covid iny hoe fanontaniana tsika petraka amintsika voazavatsika ve hoe lazaina fa maimaimpona fitsaboana. Le fitsaboana teneny io afandriana gisa fotsiny fa ny tena marina tsy misy maimaimpona satria raha misy diabety ianao dia efa fanafotisidinao iny nefa ianao rehefa mahandro tsy miasa asa mbola tsy mahazo fanafody ara-dalàna. Ka ny tiako zany hoe tena ilaitsika mihitsy zany ametraka ny tena ataovintsika mihitsy zany hoe ny fanentanana an'ireo parlementsika ireo mba ho tonga saina hoe ilay malagasy ny fahazahoana vaovao marina tsy mahafototra tsy henana ao anatin'ilay. Izay mampisy ny kolokolo, izay mampisy ny tsy mampisy ny fangararana eto amin'ny firenena. Sotra to. Ya, miakasitraka indrindra tompoko. Voaray ny fanamariana ny amin'ny teny izay hitondrana ny resadresaka sy ny adevitra, indrindra ho an'ny mpanaraka antsika izay marina tokoa amin'ny malagasy daholo. Ataoko hoe mitodika angambany amin'ny ramatoa Emera Tsimbazava ilay fanontaniana ny amin'ny resaka hoe fanentanana ny olom-pirenena. Mba ny resaka moa izy zany teo hoe resaka fitsaboana sy ny hoe fampandriana drisa fotsiny ny resaka fangararana. Inona tompoko no azonao hitondrana fanazavana momba an'izay resaka hoe manahoana ny fanentanana ny olom-pirenena mba ho liana aloha voalohany indrindra amin'ity resaka ity ary mba tsy ho manaiky ho rebirebena ao anatin'izao hoe indrindra amin'izao anatin'izao anehana ara-pahasalamana izao tompoko. Makasitraka niombona hevitra aminao le nametraka nandray fitenenana teo ao amin'ny hoe firesaka ity atsika malagasy kanefa ny asa ngamba natonga anazy ao amin'ny teny frantsay ngamba ny misy manaraka avy any ivelany ka ekena mihitsy fa resaka momba antsika malagasy ary zavatra eto Madagasikara resaka tokony natao amin'ny teny malagasy ary zany mihitsy ny ary ny teny misy fotoana ny teny hoe le resaka indray zany ohatra ao amin'ny fahitalavitra sy ny ao amin'ny radio zavatra ho resahana amin'ny malagasy atao amin'ny teny frantsay dia tena manala sala ihany ary magagagaga ihany. Sotra indrindra tompoko. Momba ny fanabeazy verina amin'ny fanontaniana napetraka teo zany hoe raha momba ny fandraisana tanana zany ataon'ny fanjakana ny fitsaboanan'ity areta hoe na mieleran'izao tontolo izao fa ny tsika eto Madagasikara ity araka ny voalazan'ny namany eto ankavanako zany izay mpanao gazety anaty tena mpanao gazety izy raha fahalalako azy na izany na zany ary dia
eo amin'le resaka isa. Eo amin'ny resaka isa hoe firy ny tena voanio ka vaovao, firy ny zay miditra ao hopitaly zany. Zay no hitako hoe marina angambany hoe reny zany ny isa azo itokiny iny resaka iny. Fa ny marary zay any an-tranony zany dia miara-tsiny mihitsy fa za dia raha reny isa reny tsy atokisana reny. Ary zay no tena olana mihitsy ary fandraisana tanana koa. Sabo ny teny zay manko no ataony olona ianao dia mahasahy miteny. Mahasahy toko miteny fa ny fandraisana tanana, ny fitsaboana ny olona tratran'io aretina io dia tena voafetra marina. Ary isan'ny mampitsaitraitra ny olona zany le fitsaboana io satria raha ohatra hoe ny fitsaboana io dia raisy ny fantakana tanana fa ny fitsaboana an'le aretina hafa zay mety hiteraka anampitrotraka an'le aretina tsy raisina tanana, ohatra ny diabeta na ny tosidra-ambony. Nefa ny fanafody amin'ireny tena azo atao hoe lafo dia lafo ka rehefa tsy raisinao an-tanana ny fitsaboana an'ireny aretina zay manampitrotraka ny fahavoazana amin'le Covid-19 io dia inona no azo eritreretina zany ka tsy voaray an-tanana ary ny fototra zay anampitrotraka an'le aretina dia fomba hoana no divana amin'le aretina. Dia le lozika le fandraisana tanana aloha zany dia efa tsy fahitana anazy dia efa tsy mitombona mihitsy ary maro be mihitsy ny olona miteny an'izay. Ankoatran'izay, ohatra ny saritsary fandraisana tanana ny fitsaboana an'le aretina iny hoe ny Covid-19 iny ihany. Ankoatran'izay dia mialatsiny ny teny fa mifandray amin'olona izay ao anatin'ny fitsaboanan'io sy fitsaboanan'io aretina io fa tsy mitovy mihitsy ny fandraisana tanana ny olona tsotra sy ny mahantra sy ny tompon'andraikitra zay manam-pahefana eto Madagasikara. Tsy maintsy misy foana zany tsy fitoviana ary eo manko ny tena resahan'ny vahoaka ary zay nataony hoe aza-batenenina azy zay ozy izy raha ohatra fa teneny fotsiny le lazainay fa miangavy ianao tsy teny hoe aiza na iza no miteny an'izay satria tonga dia ho tonga ty aminay ozy izy dia voagadra indray rezahay reny ary ozy izy mianao akanjo mena fotsiny amin'ny andro anankiray zay lazaina hoe zao dia fa rofiny zareo maika ozy izy fa hiteny an'izao hoe zao ny fomba fandraisan'ny zareo an-tanana sy ny fanafody mendry zareo anay rehefa ary be dia be nefany ao amin'ny ainao manjery matetika misy samy teny ihany fa raha hitanareo dia saromana ny endriny na ny lamosiny fotsiny nalaina sary rehefa sa izy fa rehefa avy eo ony kay misy fanadihadiana momba n'ireny olona reny iza ny teny anidy izy sy ny tariny rehetrarehetra. Ka eo zany le fahafahana milaza ny zava-misy sy ny fahafahana mandray ny vaovao dia tena sarotsarotra eto Madagasikara satria misy fampiororona avy amin'ny manam-pahefana tsy ahafahana manao zany toe zavatra zay. Ka ny fandraisana tanana ny fitsaboana ny Covid araka ny lazaintsiny teo zany dia tena maro mihitsy ny olona milaza fa tsy atokisana ireny zavatra voalaza amin'ny fomba ofisialy reny fa misy hafa ao ambadik'izay. Misy toko mbola maro moa no maniry andray fitenenana dia ngamba metsika ny namantsika. Nive Raoul Malal, si vous souhaitez intervenir, je vous invite donc à prendre la parole, vous qui leviez la main. Merci de vous présenter également. Merci beaucoup, messieurs. Donc, je suis Nive Raoul Malal, spécialiste de plaidoyer dans le
dans le cadre du projet OPS MATA du PNUD. Donc j'ai une question et une remarque, peut-être aussi une recommandation par rapport au projet de loi. Je pense également qu'il faut vraiment que la population s'approprie vraiment de ce projet de loi pour que la population puisse défendre. Et donc, à nous également, quand je dis nous, la société civile et les PTF, il faut également renforcer la sensibilisation pour que les gens connaissent, au moins, ils connaissent ce que c'est cette loi pour qu'ils puissent défendre et puis faire des pressions. Et par rapport aux pressions citoyennes, j'aurais également proposé de miser sur la jeunesse pour leur participation parce que nous savons très bien que les résultats de RGPS 3 a souligné que 70% de la population ont moins de 30 ans. Donc il faudrait vraiment impliquer les jeunes dans cette pression parce que dès maintenant, ils peuvent déjà participer et participer d'ores et déjà à l'amélioration de leur avenir par rapport à cette droit à l'information. De plus en plus, les jeunes sont dynamiques à Madagascar. De plus en plus, l'association des jeunes sont très actives. Donc, il nous faudra bien les impliquer et puis les faire participer dans ces pressions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La question est donc comment est-ce qu'on peut impliquer les jeunes pour que les citoyens aussi puissent s'approprier cette loi. Je pense que je vais vous poser la question, Brice Lejean. Oui, le droit à l'information est un droit qui s'ajoute à tous les autres droits. Vous avez le premier droit, le droit à la vie d'abord. Ensuite, le droit à l'éducation, le droit de vote. Tous ces droits-là se sont ajoutés les uns aux autres au fil des temps, au fil des générations. Aucun droit n'a été donné comme ça, du jour au lendemain. Chacun de ces droits a été le fruit d'une conquête, d'un combat. Le droit de vote, par exemple. Madame Duquesnoy en sait beaucoup plus que moi. Ce n'est pas tombé du ciel. C'est le résultat d'une longue bataille historique. Et donc, le droit à l'information, c'est un autre droit qui vient, en quelque sorte, enrichir, compléter. Alors comment les jeunes aussi, puisqu'ils vont à l'école, pas tous, mais souvent, il faut qu'ils reconsidèrent leur droit à l'éducation lié au droit à l'information. Je ne crois pas qu'un jeune puisse à la fois chercher à s'éduquer, à s'informer, en même temps porter un regard critique sur sa propre éducation, sa propre information. C'est quand même difficile d'être à la fois le sujet et l'objet d'une action. Mais comment faire? Par quoi commencer? Il y avait ce matin un petit film en Inde, je crois. Bon, c'est vrai, c'est symbolique, mais c'est vrai. Quelque part, il y a une étincelle qui se produit. À un moment donné, quelqu'un franchit un pas, et une deuxième personne le suit, une troisième, etc. On ne sait pas par quel miracle, il y en a 10, 20, 50 qui suivent. Ça se fait ou ça se fait pas. Ici aussi, on a l'expérience. Je reviens sur un mot que madame a prononcé tout à l'heure, la peur. Doubt. La peur ne vient pas toute seule, elle vient parce que on est ignorant. De mon point de vue, la peur, c'est le fruit de l'ignorance. On a peur parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a derrière le mur, derrière le rideau. Donc on imagine, on craint. Mais dès le moment où on sait, on comprend, on voit ce qu'il y a derrière, la peur s'évanouit naturellement. 1000 exemples qu'on peut citer. La peur de la foudre. Évidemment, pendant des milliers d'années, les gens ne savaient pas d'où venait la foudre. C'est la colère de Dieu. Eh bien, quand on a expliqué le phénomène d'électrification naturelle, etc., c'est pas que la peur a disparu, mais on comprend. Et on a moins peur. Je prends le dernier exemple actualité, le vaccin, n'est-ce pas? La peur des vaccins vient de l'ignorance. La peur de la maladie vient de l'ignorance, etc. Donc il faut toujours allier
l'éducation, l'information et l'affirmation de soi, de sa citoyenneté, etc. Et un autre sujet, je termine là-dessus, qui a été rapidement esquissé, mais pas du tout approfondi, c'est la question du coût, le prix de l'accès à l'information. L'information a un prix. Et là, on est là dans une salle avec des appareils technologiques de très haut niveau, n'est-ce pas, très coûteux. Mais il faut savoir que tout ça a un prix et que la grande majorité de la population n'a même pas accès à un document papier digne de ce nom. Donc le high-tech, c'est bien beau, mais c'est pas pour tout le monde. Donc la fracture, elle est à la fois numérique, elle est éducationnelle, elle est sociale, etc. Donc voilà. Commençons par le commencement, partageons ce qui est partageable le plus largement possible, et que par l'éducation, par le partage des discussions comme on le fait, on puisse aboutir à ce que des jeunes un jour franchissent le pas, comme ces jeunes Indiens, enfants même, par un hasard, se lancent et puis entraînent d'autres. Voilà, c'est un peu un symbole, mais c'est bon à rappeler. D'accord. Merci. Est-ce que je peux intervenir également? Oui, Jay. Oui. Oui. Donc effectivement, les jeunes doivent s'investir et vraiment aussi prendre part à ces discussions. Ils ont beaucoup d'énergie et peut-être qu'au bout de 14 ans, il y a besoin aussi de venir grossir les rangs de tous les partisans de cette loi. Également, ce qui serait intéressant et ce qu'il faut que nous fassions, et ça c'est le rôle de l'UNESCO aussi, c'est de rassembler tous les PTF, puisque cette loi permettra à Madagascar d'accéder à plusieurs avantages, notamment à des différents types de fonds, différents types d'aides qui pourraient lui être accordées. Et c'est aussi ça qu'il faudra rappeler à tous les décideurs politiques, que cette loi, elle est faite à la fois pour les citoyens, mais à la fois aussi pour le gouvernement. Et donc essayer de rassembler, redynamiser tous les PTF, tous les acteurs, pour qu'on puisse se constituer en plateforme et qu'on puisse peut-être continuer à se parler. Donc j'ai hâte de rencontrer M. Brice Le Jean qui est là et tous les autres panélistes pour qu'on continue ensemble à voir quelles actions on peut faire en commun. Donc voilà. Merci beaucoup, Jay. Nous avons également Kay qui lève la main. Kay, à toi la parole. D'accord, merci Vax et bonjour à tous. Kay Takamjina Rafitson, directrice exécutive de Transparency International à Madagascar. Comme vous le savez certainement, cette loi sur l'accès à l'information est d'une importance cruciale pour nous parce qu'il s'agit d'un élément, comme Vax l'avait rappelé, un élément essentiel, un pilier même, un préalable aussi à la lutte contre la corruption. Et c'est pour ça que nous poussons ce plaidoyer-là pour l'adoption de la loi. Moi, je n'ai pas de questions à poser aux panélistes parce que, bon, nos points de vue se rejoignent tous sur le sujet. Mais j'aimerais juste lancer un appel à qui de droit pour encore une fois réclamer la publication de la mouture actuelle de l'avant-projet de loi pour que nous, société civile, puissions y jeter un œil. Ceci non pas dans un esprit d'opposition ou quoi que ce soit, mais tout simplement pour vérifier si nos précédentes remarques, corrections, suggestions ont bien été intégrées au texte, mais aussi pour éviter toute mauvaise surprise. Parce qu'autant le dire franchement, par le passé, nous avons fait face à ces mauvaises surprises-là, c'est-à-dire que nous avons été consultés sur tel ou tel projet de loi, on s'était accordé pour écrire ceci ou cela, et qu'au final, il y a toute autre chose inscrite dans le projet qui passe au Parlement. Donc, s'il vous plaît, comme on ignore actuellement, officiellement, où est ce texte, j'aimerais quand même attirer l'attention des principaux responsables sur la nécessité d'informer le public sur ce projet de loi, puisque ce serait le comble qu'on n'ait aucune information sur la loi sur l'accès à l'information. Ce serait vraiment terrible.
Et voilà, cet appel qu'on tenait à lancer, et je vais le faire en malgache aussi, puisqu'on nous en a fait la remarque tout à l'heure. Miantso ny tompon'andraikitra rehetra isan'ambaratongany a mikarakara nyity fampandaniana ny lalàna ho an'ny zoalala ity na loi sur l'accès à l'information publique mba hizara amin'ny fiarahamon'ny firenena sy amin'ny daholobe ny volavolan-dalàna farany izay iasanareo amin'izao fotoana izao zany satria nisy ny zavatra nifanarahana nanome sosikevitra izay nanao fanitsiana ihany koa talohan'ilay fotoana ny 1 Aogositra tamin'ny taona lasa izay no nahitana farany an'ilay volavolan-dalàna zany 4 volana teo aoriana isika mahare zay hoe efa nisy komantera na fanamariana 12 pejy 9 pejy nataon'ny gouvernement tafono inona avy ry tokoko izany zavatra izany sao dia mba tokony ho jerevana ihany fa izay nge vonina hanampy ao anatin'ny fanefena lalàna manaraka ny fepetra iraisam-pirenena fa tsy hoe mipetraka ho mpanohatra koa ry sanatria hoe mpandrava efa na inona fa haindehibe loatra iakina ny mangarahara sy miady amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena ity lalàna anankiray ity dia mba mangataka zany izay hoe zareo ihany ry tokoko ilay vaovao mikasika an'io lalàna io mbola ampidiro ihany izay fiarahamon'ny firenena amin'ny fifampidiniana rehetra mba tsy hisinonenina ao aoriana. Saotra indrindra tokoko. Ok, merci beaucoup Kay pour cet appel, pour cette intervention. Nous arrivons maintenant donc au terme de notre programme. Pour résumer donc, juste quelques mots, nous avons parlé tout à l'heure de l'existence d'une résistance au niveau des décideurs, un désintéressement aussi, que ce soit du côté des décideurs, mais aussi du côté des citoyens. Nous vivons maintenant également un difficile accès à l'information, tant au niveau des citoyens aussi qu'au niveau des journalistes. Donc, qui a lancé un appel, et je réitère aussi cet appel-là, donc pour ceux qui peuvent décider donc de l'adoption de cette loi-là. Donc voilà, merci. Je tiens à remercier tous nos panélistes que je tiens à rappeler maintenant. À ma droite, donc Monsieur Miar Sloufwartson de l'OJM, Monsieur le secrétaire général de l'OJM, Madame Emir Timbazaf du KMF CNOE, encore merci beaucoup, Monsieur Brice Lechamble, secrétaire général du comité pour la sauvegarde de l'intégrité, merci beaucoup pour votre intervention. Et enfin, Jair Altir, chargé de projet, information et communication au sein de l'UNESCO. Donc, merci à vous tous pour vos interventions. Ataoko mitengasina amin'ny famaranana mba ho atao antsy ihany koa an'ireo rehetra izay manaraka antsika ihany koa, dia eo moa zany hoe nisy resaka teo ny amin'ny fahalainana raha izay ny azo ilazana azy sy tsy misy an'izay tsy finiavan'izay amin'ny fampandaniana an'ilay lalàna. Ankehitriny tsika mbola tsy mahalala hoe aiza ho aiza tokoa moa zany ity lalàna ity, inona mety ho tohiny, inona ny zavatra azontsika andrasana, fa dia efa nampita teo moa zany ny antso ho antsika rehetrarehetra izay afaka manateraka sy mandray anjara ao anatin'izay fampandaniana izay lalàna izay. Indrindra moa zany ny ao anivon'ny gouvernement, satria raha ny teny farany nataon'ny Ramatoa ministre dia araka ny tenenin'ny Monsieur Brice teo ihany koa dia hoe miandry deuxième lecture fa miandry ilay izy hitsofoka ordre de jour ao amin'ny conseil du gouvernement zany ilay lalàna ankehitriny. Zay mbola mitohy foana fandaharantsika eto amin'ny avoria, manasa anao hanaraka izany mandra-pahatonga ny amin'ny zoma satria mbola mitohy foana ny fandaharana. Dia mandra-piona indray, excellente programme, excellente continuation à tous. Voilà, excellente suite de programme à tous. Voilà. Terima kasih Cako.